Regarde bien, Louis. Voilà à quoi ressemble la vieillesse quand on n'a plus rien à offrir. Élise avait prononcé ces mots sans trembler, le sourire figé, la voix sucrée, mais chaque syllabe me frappait comme une gifle. Mon petit-fils, 8 ans, m'avait regardé sans comprendre, une fourchette suspendue entre ses doigts. Je n'ai rien dit. Dans la cuisine, l'odeur du gratin se mêlait au silence glacial qui venait de s'installer. Thomas, mon fils, feignait de ne rien entendre. Il découpait son rôti concentré comme si la viande pouvait le sauver de la gêne. J'aurais voulu qu'il dise un mot, un seul, mais il n'a rien dit, lui non plus. Alors j'ai continué à servir le repas, lentement, pour ne pas trembler. Élise s'est versé du vin. Tu sais, Simone, les enfants m'ont demandé pourquoi tu portes toujours les mêmes vêtements. Je n'ai pas su quoi leur répondre. Peut-être que tu préfères garder ton argent pour toi? Elle a ri légère, satisfaite d'elle-même. Je crois que c'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas à cause de l'insulte, non, mais parce que Louis, mon petit Louis, a baissé les yeux, honteux, comme si sa grand-mère méritait d'être moquée. J'ai fini mon assiette en silence, le cliquetis des couverts résonnait dans ma tête comme une horloge qui compte les secondes avant l'explosion. Quand Élise s'est levée pour débarrasser, elle a laissé échapper assez fort pour que tout le monde entende. Heureusement qu'on ne dépend pas de ta pension, sinon on serait déjà à la rue. Thomas a murmuré son prénom d'un ton timide, mais elle l'a ignoré. Elle savait qu'elle pouvait dire tout ce qu'elle voulait. Il ne la contredirait jamais. Quand j'ai pris mon manteau, elle m'a lancé, faussement polie. Oh, Simone, tu pourrais éviter de venir demain, hein. J'ai promis aux enfants une journée sans reproche, ni histoire du bon vieux temps. Je l'ai regardée une seconde, droit dans les yeux, et j'ai simplement répondu: Ne t'inquiète pas, ma fille. Demain, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de ma présence. Sur le chemin du retour, la nuit tombait sur Lyon. Les lampadaires dessinaient des ombres allongées sur le trottoir. J'avançais lentement, les mains dans les poches, le cœur serré mais le dos droit. J'entendais encore la voix d'Élise résonner dans ma tête, vieille, inutile, radine, des mots qu'elle jetait avec insouciance, sans imaginer qu'ils pouvaient laisser des traces plus profondes qu'une blessure. En rentrant, j'ai posé mon sac sur la table, me suis assise face à la fenêtre. Mon appartement sentait le café froid et la lavande. J'ai regardé le reflet de mon visage dans la vitre. Les rides autour de mes yeux ne me gênaient pas. Elles étaient l'épreuve d'une vie entière de travail, d'amour et de patience. Mais à cet instant, elles me rappelaient surtout que j'étais seule. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là immobile. Peut-être 1 heure, peut-être plus. Puis j'ai ouvert mon tiroir, celui que je n'ouvrais jamais. À l'intérieur, un vieux dossier beige, jauni sur les bords. Je l'ai sorti, lentement. Sur la couverture, mon nom était écrit à la main, suivi d'une date, 15 mars 1992. C'était le jour où j'avais acheté, seul, cet immeuble dont Thomas et Élise occupaient encore le premier étage. J'ai souri, un sourire calme, presque imperceptible. Ce n'était plus de la tristesse, c'était autre chose, une lucidité glaciale. Je me suis levée et fait couler un thé, puis j'ai pris mon téléphone. Mon index est resté suspendu un instant au-dessus de l'écran avant d'appuyer sur un numéro que je n'avais pas composé depuis des années. Allô, maître Duval? C'est Simone, oui, c'est bien moi. Pause. Non, rien de grave, juste un peu de ménage à faire. Ma voix ne tremblait pas, et dans le reflet de la fenêtre, j'ai vu pour la première fois depuis longtemps quelque chose briller dans mes yeux, une forme de paix froide, celle qui précède la justice. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là, pas à cause de la colère. Elle s'était déjà transformée en quelque chose de plus précis, plus méthodique. J'avais sorti tous mes dossiers, un à un, sur la table du salon. Les papiers de la maison, les quittances de location, les preuves de virement. Chaque document portait mon nom. Simone Morel, propriétaire légitime. Je les ai classés, relus, annotés, jusqu'à ce que le jour commence à se lever sur Lyon. Vers 7 heures, le téléphone a sonné. Thomas. Je n'ai pas décroché tout de suite. J'ai attendu que la sonnerie s'éteigne, puis qu'elle revienne. À la troisième tentative, j'ai répondu calmement. Oui, mon grand. Maman, Élise regrette un peu hier. Elle voulait plaisanter. Tu la connais? Elle a peut-être été maladroite. Maladroite? C'est un mot gentil pour ce qu'elle a dit. Oui, mais ne te prends pas la tête. Elle t'aime bien, tu sais. Elle est juste fatiguée. Fatiguée? C'est drôle comme les gens utilisent toujours ce mot quand ils n'ont aucune excuse valable. Je l'ai écouté, sans interrompre.
Thomas avait cette voix douce, hésitante, celle du petit garçon qu'il avait été, toujours à chercher l'approbation. Je sentais qu'il voulait apaiser les choses, mais aussi qu'il n'avait aucune intention de s'y opposer. Quand il a terminé, je me suis contentée de dire Je comprends. Occupe-toi de ta famille. Tu ne veux pas passer ce week-end? Les enfants seraient contents? Non, j'ai des choses à régler. Des choses? Oui, du ménage. J'ai raccroché avant qu'il ne réponde. Le silence revenu, j'ai ouvert un autre tiroir, celui où dormaient encore mes souvenirs d'un autre temps, une robe noire d'audience, soigneusement pliée. J'ai passé ma main dessus. L'odeur du tissu me ramena des années en arrière, à l'époque où j'étais avocate stagiaire dans un cabinet du centre-ville. Les visages, les salles d'audience, les regards froids des juges, tout ça m'est revenu d'un coup. J'avais quitté cette vie il y a 25 ans quand j'avais choisi d'élever Thomas seul, après la mort de son père. Mais les réflexes, eux, ne meurent jamais. J'ai pris une feuille blanche. Étape 1, vérifier le titre de propriété. Étape 2, notifier le notaire. Étape 3, suspendre l'autorisation de location. Chaque ligne était un coup de marteau invisible. À 10 heures pile, j'étais assise dans le bureau de Maître Duval. Il avait vieilli, bien sûr, les cheveux gris, des lunettes plus épaisses, mais le même regard perçant. Simone, cela fait des années. Que puis-je faire pour toi? J'aimerais revoir certains documents liés à mes biens, notamment l'appartement du 14, rue Mazette. Il haussa un sourcil. Celui où vivent ton fils et sa femme? Oui, celui-là. Il y a un problème? Pas encore, mais j'aimerais m'assurer que tout soit en ordre. Il a sorti le dossier, a parcouru les pages, puis a levé les yeux. Tout est bien à ton nom. Tu leur loupes à titre gratuit, c'est bien ça? Exactement, une faveur de mère, disons. Et tu veux y mettre fin? Je veux que les choses m'en soient tout à clair. Par écrit. Il m'a observé un instant. Quelque chose me dit que cette clarté va en déranger plus d'un. Peut-être, mais il est temps qu'on se souvienne que la bonté n'est pas synonyme de faiblesse. Il a pris des notes, puis m'a tendu un stylo. Je peux rédiger un avenant qui annule la jouissance gratuite du bien. Dès demain, ils devront payer ou quitter les lieux. Fais-le et ajoute une clause pour les biens mobiliers. La voiture aussi est à mon nom. Son stylo s'est arrêté un instant comme s'il hésitait. Tu veux aller jusqu'au bout? Jusqu'à la vérité, oui. Quand je suis sortie du cabinet, il faisait un froid sec. Le ciel était clair, presque trop lumineux pour un jour comme celui-là. Je marchais lentement, mais chaque pas me semblait plus léger que la veille. En rentrant, j'ai reçu un message. D'un numéro inconnu. Madame Morel, je suis la secrétaire de Maître Duval. La convocation sera envoyée demain matin à Monsieur et Madame le maire pour notification légale. J'ai posé le téléphone sur la table, puis je me suis assise. Je n'ai ressenti ni joie ni vengeance, juste un apaisement profond. Je n'avais rien fait d'autre que remettre de l'ordre. Et pendant que le thé refroidissait, j'ai noté une dernière phrase dans mon carnet. Ne jamais hausser la voix. La justice se parle à voix basse. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux, dessinant des lignes pâles sur le carrelage. J'avais dormi peu, mais bien. Cette sensation étrange, la paix après la décision. J'ai préparé mon café, lentement savourant le silence. Aucun bruit d'enfant, aucun éclat de voix, juste le tic-tac tranquille de l'horloge murale. Vers 10 heures, j'ai entendu la sonnerie du téléphone fixe, une sonnerie qu'on n'entend presque plus de nos jours. Allô? Maman, c'est Thomas. Dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de courrier recommandé? Élise vient de recevoir une lettre d'un notaire. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris le temps de remuer mon café d'une main calme. Une lettre, dis-tu? Alors, elle l'a ouverte? Oui, évidemment. Elle est furieuse, maman. Qu'est-ce que tu veux dire par fin de jouissance gratuite? Tu veux nous mettre dehors? Non, Thomas. Je veux simplement que chacun vive selon ses moyens. Mais on n'a pas prévu ça. Tu sais bien que c'est temporaire, le temps qu'Élise relance son activité. J'ai souri sans joie. Son activité, être assise à photographier des sacs à main et des cafés pour Instagram, c'est une activité, ça? Il y a eu un silence, lourd, presque embarrassé. Maman, tu n'as pas le droit de dire ça. J'ai surtout le droit de ne plus payer pour le confort de ceux qui me manquent de respect. Je l'entendais respirer fort. Il cherchait à garder son calme, mais je sentais sa colère pointer. Tu aurais pu m'en parler avant. J'ai essayé, Thomas, plusieurs fois. Tu n'as pas voulu entendre.
Il a raccroché sans dire au revoir. Ce n'était pas la première fois, mais cette fois-ci, ça m'a traversé sans douleur. Il fallait que ça arrive. Quelques minutes plus tard, on a frappé à ma porte. 3 coups secs. J'ai su tout de suite que c'était elle. J'ai ouvert. Élise, impeccable comme toujours. Jean clair, manteau beige, lunettes noires trop grandes pour un matin de décembre. Bonjour Simone. Elle a dit mon prénom comme on prononce le mot problème. Bonjour Élise, entre. Elle a franchi le seuil sans attendre l'invitation. Son parfum fort a envahi mon petit salon. Elle a regardé autour, les photos sur les murs, les livres sur les étagères, le vieux tapis. Alors c'est ici que tu vis. Je comprends pourquoi tu aimes tant venir chez nous. C'est modeste. J'ai fait un signe vers la chaise. Assieds-toi. Non merci, je ne vais pas rester longtemps. Je suis simplement venue pour comprendre ce que tu cherches à faire. Rien d'autre que remettre les choses à leur place. Et tu crois que c'est juste? Nous mettre dehors, tes petits-enfants et moi? Mes petits-enfants ne manqueront de rien. C'est leur mère qui doit apprendre ce que signifie mériter. Elle a levé les yeux au ciel agacée. Tu te prends pour qui? Pour une juge? Non, pour une femme qu'on a trop longtemps prise pour une idiote. Son visage a changé, légèrement. Un sourire nerveux, presque moqueur, s'est dessiné sur ses lèvres. C'est pathétique, Simone. Tu veux nous punir parce que j'ai dit quelque chose de travers? Tu crois que tu vas me faire peur avec un papier d'avocat? Non, Élise, je ne cherche pas à te faire peur. Je cherche à te rappeler ce qu'on doit à la dignité. Elle a serré son sac contre elle. Très bien, on verra ce qu'en pense Thomas. Oh, je n'en doute pas. Quand elle est partie, j'ai refermé doucement la porte. Mon cœur battait fort, mais pas de rage, d'adrénaline pure. J'ai traversé le salon, repris le dossier beige et ajouté une feuille. Conversation avec Élise. 9h40. Domicile. Ton calme. Son mépris. Je notais tout. Chaque détail. Pas pour me venger. Pour construire, pierre après pierre, un mur de vérité. Dans l'après-midi, j'ai reçu un appel de Maître Duval. Simone, je t'informe que la notification est bien enregistrée. Légalement, il dispose de 30 jours pour régulariser la situation ou quitter les lieux. Très bien. Tu sembles étonnamment sereine. Maître, à mon âge, on ne se bat plus avec des cris, on se bat avec des papiers. En raccrochant, je me suis levée et ouvert la fenêtre. L'air froid m'a fouetté le visage. Dans la cour en bas, une mère appelait son fils pour le goûter. Et moi, je me suis promis que la prochaine fois que Louis viendrait chez moi, il verrait une grand-mère debout, pas une femme humiliée. Le lendemain, la journée a commencé dans un calme étrange, le genre de silence qu'on sent juste avant la tempête. Je savais qu'Élise ne resterait pas tranquille longtemps, et j'avais raison. À 11h précises, quelqu'un a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Thomas. Je l'ai trouvé devant ma porte, les traits tirés, les yeux cernés. Il n'avait même pas pris le temps de se raser. Maman, on peut parler? Bien sûr, entre. Il s'est assis sans attendre que je lui propose. Ses mains tremblaient légèrement. Il triturait sa montre. Écoute, je ne comprends pas ce qui t'a pris. Tu veux qu'on te rembourse un loyer alors qu'on est toute ta famille? Non, Thomas, je veux simplement que chacun assume sa part. Tu exagères, maman. Tu sais très bien qu'on n'a pas les moyens de payer tout ça maintenant. Élise ne travaille plus depuis la naissance de Zoé. Parce qu'elle l'a choisi, personne ne l'a forcée. Il a levé la tête brusquement. Tu n'as jamais aimé Élise, c'est ça? Ne mélange pas tout. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de respect. Respect? Tu penses que ce que tu fais, c'est respectueux? Nous menacer d'expulsion? Ce n'est pas une menace. C'est une conséquence. Je l'ai vu secouer la tête, nerveux. Il cherchait à me faire changer d'avis. Mais moi, j'avais passé l'âge des manipulations affectives. Tu sais, maman, tu pourrais juste nous laisser un peu de temps. On trouvera une solution. Je t'ai laissé du temps, 4 ans. Il a ouvert la bouche pour répondre, puis s'est tu. Je l'ai regardé comme on regarde un enfant qu'on aime, mais qu'on doit enfin corriger. Thomas, je t'ai tout donné sans jamais rien réclamer. Je t'ai aidé à acheter ta voiture, j'ai payé les vacances, les vêtements des enfants, même les réparations de votre chaudière. Tu crois que je n'ai rien vu? Il a détourné les yeux, honteux. Ce n'est pas ce que tu crois, maman. Si, c'est exactement ce que je crois. Un silence épais a envahi la pièce. Seul le tic-tac régulier de l'horloge remplissait l'air. Ce n'est pas Élise qui m'a déçue, Thomas. C'est toi, parce que tu l'as laissé me manquer de respect sans jamais dire un mot.
Ses lèvres ont tremblé. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est. Tu aurais dû me défendre, ne serait-ce qu'une fois. Il s'est levé, incapable de soutenir mon regard plus longtemps. Très bien, maman, si c'est ce que tu veux, on partira. Mais sache que tu perdras ton fils. Non, Thomas, c'est toi qui te perds tout seul. Il a claqué la porte. Le bruit a résonné longtemps dans le couloir. Je suis restée debout un moment, les mains posées sur la table, respirant profondément. J'avais mal, bien sûr. Le genre de douleur qu'on ressent dans la poitrine, pas dans le cœur, une pression sourde, continue. Mais derrière la peine, il y avait quelque chose d'autre, une clarté nouvelle. Je me suis assise et pris mon carnet et noté simplement Jour 3. Thomas est venu. Il ne comprend pas encore que la dignité ne se négocie pas. L'après-midi, je suis sortie marcher le long du Rhône. Le vent était froid, mais l'air frais me faisait du bien. Sur le quai, j'ai croisé ma voisine, Madeleine, une femme de mon âge, bavarde et bienveillante. Simone, tu as mauvaise mine, tout va bien? Ça ira, Madeleine. Disons que je fais un peu de tri dans ma vie. Du tri? Oh, j'espère que ce n'est pas à cause de ton fils. J'ai entendu des rumeurs. Je l'ai regardée avec un demi-sourire. Les rumeurs ont souvent un fond de vérité, tu sais. Elle m'a touché le bras doucement. Tu es forte, Simone. Tu as toujours été droite. On ne l'est pas toujours, Madeleine, mais on peut le redevenir. De retour chez moi, une enveloppe m'attendait dans la boîte aux lettres, officielle, avec le logo d'un cabinet juridique. Je l'ai ouverte. Madame Morel, nous vous informons que monsieur et madame le maire contestent la rupture de la jouissance gratuite du logement. Une audience de conciliation est fixée au jeudi 17 décembre à 10 heures. J'ai souri, une audience, enfin. Ils avaient choisi de se battre sur mon terrain. J'ai rangé la lettre soigneusement dans le dossier beige, puis j'ai noté audience confirmée. L'ironie. Ils veulent plaider contre une avocate retraitée. Je me suis levée et tiré les rideaux, et pour la première fois depuis des jours, j'ai allumé la radio. Une vieille chanson d'Aznavour emplissait la pièce, et moi, seule dans ma cuisine, j'ai commencé à fredonner. Pas de joie, pas de vengeance, juste un goût tranquille de liberté retrouvée. Le jeudi 17 décembre, je me suis réveillée avant le lever du soleil, le cœur battant plus fort que d'habitude. Pas de peur? Non, plutôt une vigilance aiguë, celle qu'on ressent avant une épreuve qu'on sait décisive. J'ai préparé du café, mis un peu de rouge sur mes lèvres, ce vieux rouge que j'avais gardé pour les grands jours, et j'ai sorti de mon armoire un tailleur gris anthracite, celui que je n'avais pas porté depuis 20 ans. En me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme que j'avais presque oubliée, droite, calme et surtout prête. À 9h40, j'étais déjà devant le tribunal de Lyon. Le bâtiment, austère et imposant, m'a accueilli comme un vieil ami. Je sentais presque le parfum du passé dans ces couloirs. Quand j'ai aperçu Thomas et Élise à l'entrée, j'ai failli détourner les yeux. Mais non, j'ai soutenu leur regard. Élise était habillée comme pour une séance photo. Manteau beige, sac en cuir, maquillage parfait. Elle a soufflé quelque chose à Thomas, qui a hoché la tête sans me saluer. Nous avons attendu dans le couloir. Personne ne parlait. On n'entendait que les talons d'Élise qui claquaient nerveusement sur le sol. À 10 heures précises, un huissier a ouvert la porte. Affaire Morel contre le maire. Je suis entrée la première. La salle était petite, impersonnelle. Un juge, un greffier, une table de chaque côté. Mon avocat, maître Duval, était déjà là. Il m'a salué d'un signe de tête discret. Madame Morel, monsieur et madame le maire, asseyez-vous, dit le juge. Sa voix était neutre, mais autoritaire. Nous sommes ici pour une audience de conciliation. Madame Morel souhaite mettre fin à la jouissance gratuite d'un logement appartenant à son patrimoine. Les défendeurs contestent la décision. Élise a pris la parole la première, d'un ton théâtral, presque plaintif. Monsieur le juge, nous parlons ici d'une mère, d'une grand-mère. Nous n'avons jamais eu l'intention d'abuser. Nous vivons simplement là depuis plusieurs années. Nous pensions que c'était un accord familial, pas un contrat. Un accord familial, répéta le juge, sans lever les yeux. Et vous avez un écrit confirmant cet accord? Élise a blêmi. Non, mais c'était implicite. Maître Duval s'est levé à son tour. Implicite, peut-être? Mais les droits de propriété, eux, sont explicites. Madame Morel est l'unique propriétaire de ce bien. Elle en a assumé les charges, les impôts et même l'entretien. La générosité n'a pas de valeur juridique quand elle est unilatérale.
Je regardais Élise, immobile, les mains crispées sur son sac. Le juge a poursuivi calmement. Donc, Madame Morel, vous souhaitez récupérer votre bien? Oui, monsieur le juge. Et je souhaite aussi que la vérité soit dite. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. La vérité? Oui, je ne veux pas de scandale, ni de vengeance. Mais ma belle-fille m'a insultée devant mes petits-enfants, en me traitant d'inutile et de radine. Et mon fils est resté silencieux. Ce n'est pas le tribunal de la famille, Anissi, mais je tiens à ce que les faits soient clairs. Le juge a noté quelque chose, sans commenter. Élise, elle, fixait le sol, la mâchoire serrée. Thomas, lui, n'a pas levé les yeux une seule fois. L'audience a duré moins de 30 minutes. Quand le juge a annoncé qu'il rendrait sa décision dans les jours à venir, je me suis levée, droite. Merci, monsieur le juge, ai-je dit simplement. Dans le couloir, le silence entre nous était plus lourd que jamais. Élise a fini par rompre la glace. Tu n'as pas honte, Simone? Tu nous ridiculises devant tout le monde. Je l'ai regardée, longuement. Le ridicule ne tue pas, Élise, mais l'arrogance, elle, finit toujours par coûter cher. Elle a voulu répondre, mais Thomas l'a retenue par le bras. Laisse, dit-il d'une voix basse. Je les ai regardés s'éloigner, leurs silhouettes se fondant dans la lumière blanche du hall. Et soudain j'ai ressenti un calme absolu, comme si tout venait de se remettre à sa place. Dehors, le vent était glacial, mais j'ai marché lentement jusqu'à la boulangerie. J'ai acheté une baguette, un peu de fromage et une tartelette au citron. En rentrant chez moi, j'ai noté sur mon carnet Jour 5, audience terminée. Ce n'est pas moi qui ai gagné, c'est la dignité. Puis j'ai ajouté, en lettres plus grandes, une grand-mère n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. J'ai posé le stylo, respiré profondément. La guerre, peut-être, ne faisait que commencer. Mais cette fois, j'étais armée, pas de colère, mais de certitude. 2 jours plus tard, la lettre du tribunal est arrivée, une enveloppe beige, cachetée, sobre, presque anodine. Je l'ai posée sur la table sans l'ouvrir tout de suite. J'ai fait couler du café, rangé un peu la cuisine, observé la lumière du matin sur les rideaux. Je voulais savourer ce calme avant de lire ce qui allait, d'une manière ou d'une autre, bouleverser encore un peu nos vies. Quand j'ai enfin déchiré le papier, mes yeux ont parcouru la décision d'un trait. Le tribunal constate la pleine propriété du bien par Madame Simone Morel et autorise la résiliation immédiate de l'accord verbal de jouissance gratuite. Les occupants disposent d'un délai de 30 jours pour quitter les lieux. 30 jours, 1 minute de lecture et 4 ans de silence effacés d'un trait de plume. Je suis restée un moment à fixer la feuille, immobile, le cœur battant lentement. Pas de joie, pas d'euphorie, seulement ce sentiment rare qu'on éprouve quand la justice fait simplement ce qu'elle doit faire. À midi, mon téléphone a vibré. Un message. De Thomas. On a reçu le jugement. Élise est furieuse. Tu pourrais au moins répondre. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence faire le travail à ma place. Mais à 17 heures, on a frappé à ma porte. Fort, trop fort. Quand j'ai ouvert, Élise était là, sans manteau, sans sourire, les joues rouges de colère. Tu es contente de toi? Tu nous mets à la rue à Noël. Ce n'est pas moi, Élise, c'est la loi. La loi? Ne me parle pas de loi. Tu te caches derrière des papiers parce que tu n'as plus personne pour t'aimer. Ces mots ont claqué dans l'air comme un coup de vent froid. J'ai gardé le silence. Elle, haletante, continuait. Tu veux qu'on parte? Très bien, mais n'espère plus jamais voir les enfants. Jamais. Cette fois, quelque chose en moi s'est fendu. Pas de rage, une douleur sourde, lente. J'ai avancé d'un pas, calmement. Tu crois que tu peux m'atteindre avec ça? Tu verras, Simone, les enfants n'ont pas besoin d'une grand-mère comme toi. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et toi, Élise, tu découvriras qu'une mère ne cesse jamais d'aimer, même quand on la piétine. Mais elle cesse un jour de se taire. Elle a éclaté d'un rire nerveux. Tu joues à la vieille sage, mais tu es juste seule et rancunière. Peut-être, mais moi, je dors la conscience tranquille. Elle a reculé, furieuse, et a quitté l'appartement en claquant la porte. Le bruit a résonné dans tout l'immeuble, suivi d'un silence absolu. Je suis restée debout quelques secondes, puis j'ai soupiré profondément. Sur la table, la lettre du tribunal était encore là, posée à côté de ma tasse vide. Je l'ai repliée avec soin et rangée dans le dossier beige, celui qui ne me quittait plus. Le soir, Thomas a appelé. « Maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle est hors d'elle. »
Ce que je veux, Thomas? Rien. Juste que tu sois un homme. Que tu te souviennes que la dignité n'est pas un luxe. Tu crois que j'aime ça, moi? Me retrouver entre ma femme et ma mère? Non, je ne le crois pas. Mais un jour, tu devras choisir entre le silence et la justice. Il n'a pas su quoi répondre. J'ai entendu sa respiration hésitante à l'autre bout du fil. Maman, je t'aime, tu sais. Je sais, mon fils. Et c'est pour ça que je fais tout ça. Après avoir raccroché, j'ai ouvert la fenêtre. La nuit était claire, les lumières de la ville se reflétaient sur le fleuve. Dans le calme, j'ai murmuré pour moi-même. Qu'ils partent avec colère ou qu'ils restent avec honte, peu importe. Moi, je resterai debout. Je me suis versé un verre de vin rouge, me suis assise et ai noté dans mon carnet. Jour 6, le jugement est tombé. Elle m'a menacée, mais je n'ai pas bougé. Le vrai pouvoir, c'est de rester calme quand les autres hurlent. Puis j'ai ajouté en bas de la page: il ne faut jamais sous-estimer une femme tranquille. Je ne savais pas encore que cette phrase allait prendre tout son sens dans les jours suivants, car ce que je croyais être la fin n'était en réalité que le début. Le dimanche suivant, le téléphone a sonné à 9 heures. J'étais encore en robe de chambre, un foulard autour du cou, une tasse de thé à la main. Sur l'écran, Thomas. J'ai hésité avant de décrocher. Maman, sa voix était rauque, fatiguée. On part demain. Déjà? Vous aviez 30 jours. Oui, mais Élise veut que ce soit fini au plus vite. Elle dit qu'elle ne supporte plus ton ombre. J'ai fermé les yeux un instant. Mon ombre. J'ai souri intérieurement. Et toi, Thomas, tu veux partir aussi vite? Il a mis un moment avant de répondre. Je n'en sais rien, j'ai l'impression d'être entre deux mondes. Il y a eu un silence. Je l'imaginais dans la voiture, les enfants à l'arrière, Élise à côté, le regard perdu dans son téléphone. Maman, continua-t-il, je ne veux pas qu'on se quitte comme ça. Alors viens déjeuner, seul. Seul. Oui, sans elle. Il a accepté. À midi, j'ai mis la table pour deux. Rien de sophistiqué. Un pot-au-feu, un peu de vin, du pain frais. Quand il est arrivé, j'ai tout de suite vu qu'il n'allait pas bien. Des cernes, la barbe de plusieurs jours, les épaules rentrées. Tu es fatigué, Thomas? Oui, fatigué de me battre pour tout le monde. Il s'est assis. Nous avons mangé en silence quelques minutes. Puis il a lâché d'un ton cassé. Élise m'a dit qu'elle ne voulait plus que les enfants te voient. Je m'en doutais. Elle pense que tu veux me retourner contre elle. Je n'ai pas besoin de te retourner, la vérité suffit. Il a baissé les yeux, honteux. Tu sais, maman, elle n'a pas toujours été comme ça. Elle était douce, drôle. Et puis après la naissance de Louis, quelque chose a changé. Ce n'est pas la maternité qui change une femme, Thomas. C'est ce qu'elle fait de son pouvoir. Il a eu un rictus amer. Parfois, j'ai envie de tout laisser tomber. Alors fais-le. Il a levé la tête, surpris. Quoi? Si tu n'en peux plus, pars. Rien ne t'oblige à rester là où on t'humilie. Mais les enfants s'adaptent, Thomas, mieux que les adultes. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un père digne, pas d'un homme épuisé. Il a serré sa serviette entre ses mains, les yeux humides. Tu sais, maman, j'ai lu la lettre du tribunal. Ah! Et qu'en penses-tu? Je crois que tu as eu raison. Il a ri, nerveusement. C'est dur à dire, mais oui. Elle t'a parlé comme à une étrangère, et moi je l'ai laissé faire. Je lui ai tendu la main. Ce n'est pas trop tard pour redevenir le fils que tu étais, celui qui avait du courage. Il a hoché la tête, les yeux brillants. J'aimerais que tu voies les enfants avant qu'on parte. Quand? Ce soir, elle ne sera pas là. Le reste du repas s'est passé dans un silence doux, presque fragile. Avant de partir, il m'a prise dans ses bras, maladroitement. Merci, maman, pour tout. Je n'ai rien fait, Thomas. C'est toi qui commences enfin à ouvrir les yeux. Quand il est parti, j'ai senti une légère chaleur m'envahir. Pas de triomphe, de la tendresse. Peut-être qu'il n'était pas perdu, finalement. Le soir venu, la sonnette a retenti, deux petits visages m'ont accueilli derrière la porte. Louis sérieux comme un petit homme et Zoé avec sa tresse de travers. Mamie, ils m'ont sauté dans les bras. J'ai senti leur petit cœur battre contre moi, rapide et chaud. Nous avons passé la soirée à faire des crêpes. Le sucre, la farine, le lait, tout recouvrait la table. Zoé riait. Louis faisait semblant d'être chef cuisinier. Pendant un instant, le monde entier s'est réduit à cette cuisine, à ces rires, à cette odeur de beurre fondu. Quand Thomas est venu les chercher tard, il s'est arrêté sur le pas de la porte.
Tu sais, maman, Élise ne se doute pas que je suis venue. Je m'en doutais. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je ne veux pas qu'il grandisse pour sans toi. Je lui ai simplement souri. Fais ce que ton cœur te dit, pas ce que la peur t'impose. Quand la porte s'est refermée derrière eux, j'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Je n'étais plus seule, pas vraiment. J'avais semé une graine, et je savais qu'un jour elle finirait par pousser, même dans le froid. Les jours suivants, le silence est revenu, pas celui du vide, mais celui d'après la tempête, où tout paraît suspendu. Le jugement avait tranché, les cartons s'entassaient sûrement chez eux, et pourtant, une drôle de paix s'installait dans ma vie. Le lundi matin, je suis sortie faire quelques courses au marché de la Croix-Rousse. Les étals regorgeaient de clémentines et de fromages, les vendeurs criaient, le froid piquait le visage. Je croisais des visages familiers, des gens qui me saluaient avec ce petit sourire discret qu'on réserve aux vieilles dames qu'on croise chaque semaine. Mais cette fois, j'avais la tête haute. Pas parce que j'avais gagné, non, parce que j'avais tenu bon. En rentrant, une lettre m'attendait dans la boîte. Une écriture nerveuse, penchée, que j'aurais reconnue entre mille. C'était d'Élise. Je me suis assise avant de l'ouvrir. Simone, je t'écris parce que je n'arrive plus à te parler sans colère. Tu penses peut-être que je suis ton ennemi, mais ce n'est pas le cas. Oui, j'ai dit des choses horribles. Oui, j'ai été injuste, mais tu ne comprends pas ce que c'est de vivre avec quelqu'un qui compare tout à sa mère. Thomas te met sur un piédestal depuis toujours, et moi, je me sens invisible. Alors, j'ai attaqué. J'ai voulu exister, quitte à te blesser. Peut-être que je suis allée trop loin. On part demain. Les enfants demandent pourquoi, nous demandent pourquoi. Je ne sais pas quoi leur répondre. Si tu veux les voir avant Noël, c'est possible, mais pas à la maison. J'ai relu la lettre plusieurs fois. Il n'y avait ni excuse, ni remords, juste une tentative maladroite d'expliquer ce qui ne s'explique pas. Mais une phrase m'a frappée. Je me sens invisible. Peut-être que quelque part c'était vrai. Les gens qui blessent tôt le plus sont souvent ceux qui se sentent effacés. J'ai rangé la lettre dans mon carnet sans colère, puis j'ai appelé Thomas. Elle t'a écrit aussi? Non, mais je crois qu'elle t'a dit l'essentiel. Vous partez demain? Oui, une petite maison près de Villefranche. Pour repartir à zéro, dit-elle. Et toi, tu y crois? J'aimerais, pour les enfants. Sa voix était lasse, mais pas amère. Je viendrai les voir, Thomas, quoi qu'elle en dise. Je le sais, maman. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps à regarder par la fenêtre. La lumière d'hiver glissait sur les toits, froide et douce à la fois. J'ai pensé à mon mari, à nos débuts modestes, à tout ce qu'on avait construit avec patience et fierté. Et je me suis dit que la vie avait cette étrange manière de boucler les cercles. Les enfants deviennent adultes, les adultes reviennent enfants, et les mères apprennent à lâcher prise. Le lendemain, j'ai préparé 2 boîtes pour Louise et Zoé. Dans la première, des petits sablés maison et une photo de nous trois dans le jardin, l'été dernier. Dans la seconde, une lettre. Mes chéris, une maison n'est pas seulement faite de murs, mais de souvenirs. Où que vous soyez, gardez toujours un endroit dans votre cœur pour les choses simples. Le rire, le partage, la vérité. Je vous aime, mamie. Je les ai déposés à la loge du gardien. Thomas viendrait les chercher dans l'après-midi. Le soir, la maison semblait plus grande, plus vide. Mais ce n'était pas un vide triste, c'était celui qu'on ressent quand on a enfin retiré un poids. J'ai mis un disque, Piaf, non, je ne regrette rien, j'ai fermé les yeux. Les paroles flottaient dans l'air et j'ai murmuré non, vraiment, je ne regrette rien. Puis le téléphone a vibré, un message de Thomas. On est bien arrivé. Les enfants ont adoré tes sablés. Élise a pleuré. Elle ne voulait pas te le dire, mais ta lettre l'a touchée. J'ai relu le message, le sourire au coin des lèvres. Ce n'était pas un pardon, pas encore. Mais c'était une fissure dans le mur. Et les fissures, je le savais, laissent toujours passer la lumière. Avant d'aller dormir, j'ai noté dans mon carnet jour 8, la colère s'en va. Le silence, lui, commence à guérir. Et j'ai ajouté en dessous, comme une promesse à moi-même, un jour elle comprendra que le respect ne se demande pas, il s'inspire. Les jours suivants se sont étirés dans une étrange tranquillité. Plus de cris, plus d'appels précipités. Le téléphone, d'habitude si bavard, restait muet. Et pour la première fois depuis longtemps, ce silence-là ne me pesait pas. Il m'apaisait. Je passais mes matinées à marcher au bord du Rhône, un bonnet sur la tête, les mains dans les poches, observant les péniches glisser lentement. J'avais l'impression de respirer à nouveau. Chaque pas m'éloignait un peu plus du tumulte,
de la rancune, du poids des années où j'avais tout supporté sans rien dire. Un matin, en revenant du marché, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres, une lettre officielle, encore. Mais celle-ci venait du notaire. Je l'ai ouverte, sans appréhension. Madame Morel, nous vous informons que monsieur et madame le maire ont procédé à la régularisation de leur départ du logement. Les clés ont été remises en main, propres, au cabinet ce matin. Un état des lieux sera effectué dans la semaine prochaine. Je suis restée debout dans l'entrée, la feuille à la main, le cœur serré. C'était donc fini. La maison vide à présent allait redevenir mienne, entière. Je me suis assise un moment, incapable de dire si c'était du soulagement ou de la nostalgie. On croit toujours qu'on veut la victoire, jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Et là, elle a un goût étrange, presque fade. Le soir, j'ai appelé Thomas. J'ai reçu la lettre du notaire. Oui, on a rendu les clés ce matin. Sa voix était douce, mais fatiguée. Tout va bien? Oui, enfin, on essaie. Élise dort mal, les enfants lui manquent, même quand ils sont là. Je n'ai rien dit. Parfois, il vaut mieux laisser le silence parler. Après un long moment, il a ajouté: Tu sais, maman, elle a relu ta lettre plusieurs fois. Elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle se sentait vraiment jugée sans qu'on la juge. Et toi, qu'en penses-tu? Je crois qu'elle commence à comprendre. Ces mots-là, si simples, m'ont fait plus de bien que n'importe quel jugement. 2 jours plus tard, je suis allée voir l'appartement. La porte s'est ouverte dans un craquement sec. L'air à l'intérieur sentait le carton et la poussière. Le salon, vide, semblait plus petit sans les meubles. Les murs gardaient encore les traces des cadres accrochés, les ombres pâles des souvenirs. Je me suis avancée lentement, effleurant du bout des doigts le rebord de la cheminée, le plan de travail dans la cuisine, la fenêtre où Zoé aimait coller son nez pour regarder la pluie. Et sans prévenir, des larmes l'ont coulé. Pas de tristesse, non, d'émotion pure, brute. J'avais reconquis cet endroit, mais au fond, je n'en voulais plus. J'ai fermé les yeux. Je me suis rappelé les éclats de voix, les repas tendus, les silences lourds, puis le rire des enfants, le parfum du gâteau au chocolat que je faisais chaque dimanche. Tout se mélangeait comme un vieux film qui repasse à l'envers. Je me suis assise sur le sol, adossée au mur. Le soleil de fin d'après-midi entrait en oblique, doré, presque tendre, et j'ai murmuré: C'est fini, vraiment fini. En sortant, j'ai croisé le gardien. Alors, madame Morel, tout est réglé? Oui, Jean, tout est enfin à sa place. Vous allez relouer? J'ai souri. Non, j'ai d'autres projets. Sur le chemin du retour, une idée a commencé à germer dans ma tête. Quelque chose de simple, mais qui donnait enfin un sens à tout ce que j'avais vécu. Le soir, j'ai ressorti mon vieux carnet, celui où j'écrivais mes réflexions, mes douleurs, mes colères. J'ai tourné les pages, relu mes notes. Jour 1, humiliation. Jour 6, calme. Jour 8, paix. Et sous la dernière ligne, j'ai ajouté lentement: Jour 9, nouveau départ. Je ne veux plus me battre contre les autres, mais pour moi. J'ai reposé le stylo, puis j'ai ouvert mon ordinateur, une page blanche. En haut, j'ai tapé Maison de parole, atelier pour femmes oubliées. Oui, voilà ce que j'allais faire. Transformer la douleur en force, aider d'autres femmes comme moi à reprendre la parole qu'on leur avait volée. Et dans ce simple geste, j'ai senti que quelque chose en moi se rallumait. Pas la vengeance, la vie. Le matin suivant, je me suis levée avec une énergie que je ne m'expliquais pas. L'air semblait plus léger, les sons plus clairs, comme si tout autour de moi respirait à nouveau. J'avais dormi d'un sommeil profond, sans cauchemar, sans cette angoisse qui serre la poitrine au réveil. Je me suis préparé un café et ouvert les fenêtres en grand, laissant entrer l'air froid de décembre. Puis, avec une lenteur presque cérémoniale, j'ai allumé mon ordinateur. Sur l'écran, les mots Maison de parole, atelier pour femmes oubliées, brillaient encore. Je me suis mise à écrire. Les idées venaient d'elles-mêmes, fluides, simples. Des ateliers de discussion, des rencontres anonymes, un lieu chaleureux où les femmes seules, veuves, rejetées, pourraient venir parler, échanger, se relever. Je ne voulais pas d'une association compliquée, avec des subventions et des formulaires interminables. Non, juste une table, du café et des oreilles attentives. Vers midi, j'ai décroché le téléphone. Allô, maître Duval? Simone. Voilà une surprise. Tout va bien, j'espère? Très bien, et je voulais vous demander un petit service. Je vous écoute.
J'aimerais officialiser une association simple, locale. Je voudrais l'appeler Maison de Parole. J'aime le nom. Vous voulez que je m'occupe des démarches? Oui, et je voudrais que le siège soit ici, chez moi. Il rit doucement. Vous ne perdez pas de temps, vous? La vie non plus, maître. La vie ne perd jamais de temps. Nous avons parlé une vingtaine de minutes, le ton léger. Avant de raccrocher, il m'a dit: vous savez, Simone, j'ai toujours admiré votre façon de tourner la page sans jamais la déchirer. Après l'appel, je me suis installée au salon, un carnet sur les genoux. Je notais les prénoms des femmes du quartier que je connaissais un peu. Madeleine, la voisine veuve du quatrième. Chantal, celle qui élève seule son petit-fils. Et puis d'autres que je ne connaissais pas encore, mais que j'imaginais déjà autour de la table, un jour prochain. En fin d'après-midi, j'ai reçu un message inattendu de Thomas. On passe à Lyon demain. Les enfants veulent te voir et Élise aussi. J'ai relu la phrase plusieurs fois. Élise aussi. Ces deux mots m'ont troublée plus que je ne l'aurais cru. Le lendemain, à 16 heures, on a sonné. Quand j'ai ouvert, Louise et Zoé m'ont sauté dans les bras. Leurs rires ont rempli l'appartement. Derrière eux, Thomas tenait une boîte de gâteaux. Et puis, légèrement en retrait, Élise. Pas de maquillage cette fois, pas de sourire de façade, juste un air hésitant, presque timide. Bonjour Simone. Bonjour Élise. Entrez. Les enfants se sont précipités dans la cuisine. Thomas m'a embrassé sur la joue, visiblement soulagé que les choses se passent sans cri. Élise, elle, est restée debout dans le couloir, serrant son sac contre elle. Je. Je voulais te remercier, dit-elle doucement. Pourquoi donc? Pour la lettre? Et pour tout le reste. Je ne répondais pas, je la regardais simplement. Tu avais raison, Simone, je ne voulais pas voir à quel point j'étais devenue dure. Sa voix tremblait légèrement. Ce n'est pas la dureté qui m'a blessée, Élise, c'est le mépris. Elle a hoché la tête, les yeux baissés. Je sais, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je voulais que tu saches que j'ai compris. Comprendre, c'est déjà beaucoup. Un long silence a suivi. Puis elle a ajouté, presque à voix basse: Thomas m'a parlé de ton projet. La maison de parole. C'est beau ça. Tu vas aider beaucoup de femmes. J'espère. Si tu veux, je pourrais t'aider pour la communication, les réseaux, tout ça. C'est ce que je sais faire, après tout. J'ai levé les yeux vers elle, surprise. Il n'y avait pas de fausse humilité dans sa voix, pas de calcul, juste une sincérité maladroite, mais réelle. D'accord, Élise, on verra ça. Elle a souri timidement. Merci. Ce soir-là, la maison a retrouvé des sons que je croyais perdus. Des rires d'enfants, des voix qui se mêlent, le bruit des couverts et du vin qui coule. Ce n'était pas parfait, rien ne l'était, mais c'était vrai, et ça suffisait. Quand ils sont partis, Élise m'a prise dans ses bras, brièvement. Un geste simple, fragile, mais lourd de sens. Après leur départ, j'ai noté dans mon carnet: Jour 10, les blessures cicatrisent au mieux quand on arrête d'attendre des excuses et qu'on commence à construire. Et en dessous, peut-être que pardonner, c'est simplement ne plus souffrir pour rien. Les semaines suivantes ont filé à une vitesse que je n'avais pas connue depuis longtemps. Chaque jour apportait quelque chose de nouveau, de vivant. La maison de parole commençait à prendre forme, doucement mais sûrement. Tout a commencé avec une simple table ronde dans mon salon. Madeleine a été la première à venir. Elle a apporté un gâteau au yaourt et un vieux thermos. Puis est arrivée Chantal, nerveuse, serrant un carnet vide dans ses mains. Et ensuite Claire, que je connaissais à peine, mais qui a osé frapper à ma porte après avoir vu le petit mot affiché dans le hall de l'immeuble: Réunions entre femmes pour parler, écouter, respirer. Venez comme vous êtes. Ce jour-là, nous n'étions que 3 autour de la table. Mais l'atmosphère avait quelque chose de sacré, pas de règles, pas de jugement, juste des histoires, des morceaux de vie déposés là, comme des cailloux blancs, sur un chemin qu'on retrouve. Chantal a été la première à parler. Son fils, parti vivre à Bordeaux, ne lui donnait plus de nouvelles. Elle s'est mise à pleurer en racontant comment elle faisait semblant, chaque Noël, de recevoir un appel pour ne pas paraître seule. Madeleine lui a pris la main. Tu sais, moi aussi, je mets la table pour 2 tous les 24 décembre. Et je parle à mon mari comme s'il était encore là. Elles ont ri à travers leurs larmes. Et dans ce rire tremblant, j'ai entendu la naissance de quelque chose. À la fin de la rencontre, je leur ai proposé de revenir la semaine suivante. Elles ont accepté, sans hésiter. La maison de parole venait de naître.
Quelques jours plus tard, Élise est revenue. Cette fois, sans Thomas, sans enfant, elle portait un pull simple, les cheveux détachés, rien à voir avec la femme froide et impeccable que j'avais connue. Je t'ai fait une affiche, dit-elle timidement en sortant une feuille colorée de son sac. C'était une création simple mais belle. En haut, on pouvait lire Maison de parole. Ici, on parle pour guérir. En dessous, une photo de tasse de café fumante et un sous-titre Parce que le silence est parfois plus lourd qu'un cri. Je suis restée sans voix. C'est toi qui as écrit ça? Oui, je voulais que ce soit vrai. Je l'ai remerciée d'un regard. Elle s'est assise en face de moi, les mains posées sur ses genoux. Tu sais, Simone, depuis tout ça, je me rends compte que j'ai vécu comme si tout m'était dû. Et maintenant? Maintenant, j'essaie d'apprendre à mériter. J'ai hoché la tête, sans répondre. Elle alla ajouter J'aimerais venir à ton atelier. Pas pour t'aider cette fois, pour écouter. Je n'ai rien dit. J'ai simplement sorti une tasse du placard, l'ai remplie de café et la lui ai tendue. Elle a souri, émue, et pour la première fois, je l'ai vue non pas comme une ennemie, mais comme une femme qui elle aussi cherchait à guérir. La semaine suivante, elles étaient 6 autour de la table. Madeleine, Chantal, Claire, Élise et 2 nouvelles venues, Valérie et Nora. La pièce était pleine de chaleur, de voix, de silence lourd mais sincère. Certaines parlaient, d'autres écoutaient. Parfois, on riait, parfois, on pleurait. Mais à la fin, toujours, on se sentait un peu plus légère. Quand tout le monde est parti, j'ai rangé les tasses encore tièdes et me suis assise seule un instant. La maison sentait le café, les biscuits et les histoires partagées. Et dans ce silence d'après, j'ai compris que c'était ça ma vraie victoire. Pas d'avoir gagné un procès, ni d'avoir fait plier Élise, mais d'avoir transformé une humiliation en source de force, pour moi et pour d'autres. Avant d'aller me coucher, j'ai noté dans mon carnet Jour 11, les voix se mêlent, le poids des autres allège le mien, puis j'ai ajouté en dessous Peut-être que le vrai pardon, ce n'est pas de tout oublier, c'est de créer quelque chose de beau à partir de ce qu'on a souffert. Je me suis endormie cette nuit-là avec une paix profonde, une paix que ni la colère, ni le regret, ni la peur ne pouvaient au plus atteindre. L'hiver avançait lentement, mais dans mon appartement, il faisait toujours chaud. Pas à cause du chauffage, à cause des voix. Chaque jeudi après-midi, la maison de parole ouvrait ses portes, et avec elle un petit monde entrait. Des rires, des confidences, des secrets murmurés entre 2 gorgées de café. La table du salon, autrefois si vide, était désormais pleine. Des tasses de porcelaine dépareillées, des assiettes de biscuits, des mouchoirs froissés, des regards complices. Je les regardais parler et parfois je me surprenais à sourire sans raison. J'avais toujours cru qu'à mon âge on apprenait à se taire. Mais j'avais tort, on apprend à écouter. Et c'est peut-être encore plus fort. Un jeudi, Élise est arrivée en avance. Elle portait une veste beige, les joues rosies par le froid. Je peux t'aider à installer demanda-t-elle. Bien sûr, nous avons disposé les chaises, préparé le thé, sorti les gâteaux. Puis, dans le calme de la préparation, elle a murmuré Tu sais, je crois que j'ai enfin compris pourquoi j'étais si dure avec toi. Je n'ai rien dit, elle a continué. J'ai toujours eu peur de ne pas être assez bien. Pour Thomas, pour les enfants, pour toi. Et au lieu de le dire, j'ai préféré t'attaquer. Elle a baissé la tête. Quand j'ai vu comment tu t'es tenue pendant tout ce qu'on t'a fait subir, j'ai eu honte, vraiment honte. La honte peut être utile, Élise. C'est souvent le début du changement. Tu crois qu'on peut vraiment changer? Oui, mais pas pour plaire aux autres. Pour se regarder enfin sans se détester. Elle a souri, un sourire fatigué mais sincère. Merci, Simone. Les autres femmes sont arrivées peu après, et la pièce s'est remplie de chaleur humaine. Ce jour-là, c'est Madeleine qui a parlé. Elle a raconté comment sa fille ne venait plus la voir depuis des années, trop occupée à vivre sa vie. Sa voix tremblait. Parfois, j'ai envie de lui écrire, et puis je me dis à quoi bon? Elle ne répondra pas. Élise lui a pris la main. Écrivez quand même, même si elle ne lit pas. Vous, au moins, vous saurez que vous avez parlé. Je les ai regardés, émus. C'était comme voir une blessure en train de se refermer, lentement, maladroitement, mais sûrement. Quand la séance s'est terminée,
Les femmes sont parties une à une, laissant derrière elles un parfum de vanille et d'émotions mêlées. Élise est restée pour m'aider à ranger. Tu sais, dit-elle, je n'avais jamais vu des femmes se parler comme ça, sans compétition, sans se comparer. C'est ça le secret, Élise. Ici, personne ne juge. On dépose ce qu'on ne veut plus porter. Elle a hoché la tête, pensive. J'aimerais que ma mère ait connu un endroit comme ça. Elle est encore en vie? Oui, mais on ne se parle plus. Alors commence par ça. Un mot, une visite. Le pardon, c'est un muscle, il faut le travailler. Elle a souri tristement. Tu devrais écrire un livre, Simone. J'écris déjà. Dans ma tête, dans mon cœur et dans ce carnet. Elle a regardé le fameux carnet posé sur la table. Tu écris quoi dedans? La vérité, celle que j'aurais aimé entendre quand j'étais plus jeune. Elle a pris une grande inspiration. Et tu crois que je pourrais t'en lire un jour, moi aussi? Bien sûr, le jour où tu seras prête, pas avant. Ce soir-là, après son départ, je suis restée longtemps devant ma fenêtre. La ville scintillait sous la pluie fine. Je me suis dit que la vie ressemblait à ça. Parfois grise, parfois glacée, mais toujours pleine de reflets inattendus. J'ai ouvert mon carnet et noté Jour 12, la paix revient, pas comme un miracle, mais comme une habitude. Puis j'ai ajouté un peu plus bas Je croyais avoir perdu ma voix. En réalité, je l'avais simplement prêtée trop longtemps aux autres. Et en refermant le carnet, j'ai compris que je n'étais plus seulement la femme qu'on avait humiliée, j'étais devenue celle qui, sans crier, avait su transformer la douleur en lumière. Les jours rallongeaient à peine, mais dans ma maison, la lumière semblait rester plus longtemps. Il y avait dans l'air une forme de sérénité nouvelle, pas celle des contes de fées, mais celle qu'on construit à la main, patiemment après l'orage. Chaque jeudi, la maison de parole accueillait plus de femmes. Certaines arrivaient les yeux baissés, d'autres parlaient trop fort pour cacher leur peur. Et à chaque séance, je retrouvais ce même frisson discret, le miracle du partage. Elles arrivaient lourdes, elles repartaient un peu plus légères, et moi, je les regardais, fière, non pas de ce que j'avais fait, mais de ce qu'elles faisaient ensemble. Un après-midi de janvier, alors que je rangeais les chaises après une réunion, le téléphone a sonné. C'était Thomas. Maman? Oui, mon grand. Je voulais te dire. Élise a repris contact avec sa mère. Vraiment? Oui, elle lui a écrit une lettre. Elle n'a pas encore eu de réponse, mais elle m'a dit que c'était la première fois depuis 10 ans qu'elle avait l'impression de respirer. Je suis restée un instant silencieuse. Tu sais, Thomas, parfois, écrire, c'est déjà être entendu. Je crois qu'elle l'a compris grâce à toi. Il a ajouté après une pause. Et moi, je voulais te remercier aussi. Pour tout. Pourquoi exactement? Pour ne pas m'avoir lâchée, même quand je ne le méritais pas. Sa voix s'est brisée un peu. Tu sais, quand je t'ai vue au tribunal ce jour-là, j'ai eu honte. Je me suis vue à travers tes yeux et je n'ai pas aimé ce que j'étais devenue. Tu n'avais pas besoin de me défendre, Thomas. Tu avais juste besoin de te rappeler qui tu étais. C'est ce que j'essaie de faire maintenant. Un silence doux s'est installé. Les enfants vont bien? Oui, Zoé parle de toi tout le temps. Et Louis veut venir t'aider pour tes réunions de dames, comme il dit. J'ai ri doucement. Dis-lui qu'il sera le bienvenu. On manque toujours de bras pour porter les gâteaux. Quand j'ai raccroché, je suis restée un moment à fixer le téléphone. J'avais attendu ce genre de conversation pendant des années. Pas une déclaration d'amour, non. Juste des mots simples, vrais. Le lendemain, Élise est passée me voir. Elle avait les traits plus détendus, presque lumineux. Ta lettre à ta mère? Demandai-je. Envoyée. Et elle m'a répondu. Ses yeux se sont emplis de larmes. Une lettre courte mais belle. Elle disait Tu resteras toujours ma fille, même si j'ai mis du temps à te pardonner. Je l'ai regardée, émue. C'est un début, Élise. Les ponts se reconstruisent, brique par brique. Elle a hoché la tête, essuyant ses larmes d'un revers de main. Tu sais, Simone, j'ai souvent repensé à ce jour où je t'ai insultée devant les enfants. J'ai fermé les yeux un instant. Je m'en souviens aussi. Je crois que c'est la pire chose que j'ai jamais faite. Peut-être, mais parfois, il faut tout casser pour comprendre ce qu'on détruit. Elle a souri à travers ses larmes. Et toi, tu m'as laissé le temps de comprendre. Parce que je savais que tu le ferais. Un jour, nous sommes restés là, dans le silence, deux femmes que tout opposait autrefois, unies par quelque chose de plus fort, la reconnaissance. Avant de partir, elle s'est approchée de la porte, puis s'est retournée.
Simone, oui, si un jour tu écris ton livre, je veux en être la première lectrice. Je lui ai souri. Promis. Mais seulement si tu m'aides à choisir le titre. Quand elle est tripartie, j'ai rouvert mon carnet, celui qui commençait à se remplir de pages presque pleines. J'y ai noté Jour 13. Le pardon est un langage. Ceux qui veulent l'entendre finissent toujours par le comprendre. Et en dessous, j'ai ajouté La justice rétablie. Le pardon libère. Je me suis levée et préparé du thé et me suis assise près de la fenêtre. Le vent soufflait doucement sur les toits de Lyon. J'ai pensé à mon mari, à Thomas enfant, à tout ce chemin parcouru. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus rien à prouver. Le printemps approchait et avec lui, une lumière nouvelle baignait la ville. Les arbres commençaient à verdir, les marchés se remplissaient de fleurs, et chaque matin, l'air portait une promesse silencieuse de renouveau. Chez moi, la maison de parole battait son plein. Ce qui n'avait été au départ qu'une idée griffonnée dans un carnet était devenu une réalité vibrante. Les femmes continuaient d'arriver, certaines timides, d'autres cabossées, toutes différentes, mais avec la même fin, celle d'exister à nouveau. Ce jeudi-là, Élise animait la séance. Elle s'était proposée spontanément et je l'avais laissée faire. Je l'observais de loin, sans intervenir. Sa voix, autrefois tranchante, était désormais douce, claire, assurée. Parler, disait-elle, ce n'est pas se plaindre, c'est se remettre debout. Les autres femmes l'écoutaient attentivement. Même Madeleine hochait la tête avec admiration. Et moi, je la regardais, cette belle fille qui m'avait humiliée, que j'avais voulu punir, et qui aujourd'hui aidait d'autres à se relever. La vie a un drôle de sens de l'ironie, et une justice que les tribunaux ne rendront jamais. Après la séance, alors que les femmes s'en allaient, Élise est restée pour m'aider à ranger. Tu étais parfaite, dis-je simplement. Elle a rougi. J'avais peur de ne pas être légitime. On l'est toujours, Élise, quand on parle avec le cœur. Nous avons ri doucement. Puis, sans prévenir, elle a dit Tu sais, j'ai compris quelque chose aujourd'hui. Quoi donc? Que tu ne m'as jamais voulu de mal. Tu voulais seulement que j'ouvre les yeux. Et je crois que j'étais trop fière pour l'admettre. Je l'ai regardée longuement. Tu étais blessée, Pan, Élise. Et les blessés mordent souvent avant de guérir. Peut-être, mais toi, tu ne m'as jamais mordu en retour. Non, j'ai attendu. Pourquoi? Parce qu'un jour, la vérité finit toujours par revenir. Comme les saisons. Elle a souri, émue. Thomas dit souvent que tu es comme le printemps. Tu reviens toujours après l'hiver. J'ai ri doucement. Dis à Thomas qu'il devient poète. Il le devient, oui, depuis qu'il t'écrit à nouveau tous les soirs. Ces mots m'ont surprise. Il m'écrit? Oui. De petites lettres qu'il n'envoie pas. Il les garde dans une boîte. Il dit que ça l'aide à se souvenir de ce qu'il t'a appris et de ce qu'il t'a fait oublier. J'ai senti ma gorge se serrer. Tu sais, Élise, le pardon, ce n'est pas un mot qu'on dit. C'est un silence qui cesse de faire mal. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. Et tu crois qu'on y est arrivées, toutes les deux? Oui, parce qu'au fond, on ne s'est jamais vraiment haï. On s'est juste mal comprise. Le lendemain, Thomas m'a appelée. Maman, je voulais te dire, on viendra déjeuner dimanche, tous les quatre. Comme avant. Comme avant? Non, mieux qu'avant. J'ai senti un sourire naître sans que je le décide. Très bien, Thomas. Dimanche alors. Et prépare ton gâteau au chocolat. Zoé dit que c'est le meilleur du monde. J'ai ri, la voix tremblante d'émotion. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé autour de moi. La table, les tasses, le carnet. Tout semblait à sa place. Je me suis approchée de la fenêtre. Le ciel était d'un bleu clair, presque tendre. Sur la table, mon carnet était ouvert à la dernière page. J'y ai ajouté quelques mots. Jour 14, les plaies se ferment et à leur place, des racines naissent. Puis, plus bas, on croit que la vie nous brise, mais elle nous sculpte. Je suis restée là un moment à écouter le silence, un silence qui ne faisait plus mal, un silence habité. Et j'ai compris que ma plus grande victoire n'était pas d'avoir fait plier la justice, ni d'avoir repris mes droits. Non, ma victoire, c'était ce moment-là, ce calme, cette paix, ce sentiment d'avoir enfin rendu au mot famille quelque chose de vrai. Le dimanche est arrivé avec une lumière dorée, presque douce, le genre de matin où même les bruits de la ville semblent retenus, comme s'ils craignaient de troubler quelque chose de précieux. Je m'étais levée tôt.
J'avais préparé la table, le gâteau au chocolat, quelques fleurs fraîches et cette nappe blanche que je ne sortais qu'aux grandes occasions. Oui, c'en était une, pas un anniversaire, pas une fête, juste un repas de réconciliation. Et c'était bien plus rare. À 11 heures, on a sonné. Quand j'ai ouvert, Zoé s'est précipitée dans mes bras, suivie de Louis, un peu plus réservé, mais le sourire large. Mamie, on a apporté des fleurs. Elles sont magnifiques, mes chéris. Derrière eux, Thomas et Élise sont apparus, main dans la main. Un geste simple mais lourd de symboles. Bonjour, maman, dit Thomas d'une voix apaisée. Bonjour, mon grand. Entrez. Le déjeuner a eu un parfum d'autrefois, celui des dimanches d'avant, où le temps semblait suspendu entre un plat qui mijote et un rire d'enfant. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Moins de peur, moins d'orgueil, plus de vérité. Élise m'a aidé à servir. Ses gestes étaient calmes, ses yeux parfois humides quand nos regards se croisaient. À table, les enfants parlaient sans s'arrêter, racontant l'école, les copains, les bêtises. Et moi, je les écoutais, le cœur plein, me demandant à quel moment exactement la paix avait repris sa place parmi nous. Après le dessert, Zoé s'est levée, un petit carnet dans les mains. Regarde, mamie, c'est mon journal comme le tien. Je l'ai ouvert doucement. Sur la première page, elle avait écrit d'une écriture maladroite. Jour 1. Aujourd'hui, tout le monde s'aime à nouveau. Je n'ai rien pu dire. J'ai juste posé ma main sur sa tête et murmuré: c'est le plus beau début d'histoire que j'ai jamais lu. Thomas a pris la parole après un long silence. Maman, on voulait te dire quelque chose. Il s'est levé, mal à l'aise, puis a sorti une petite enveloppe. C'est de nous, une contribution pour ton projet. À l'intérieur, il y avait un chèque, pas énorme, mais plein de sens. Tu n'avais pas à faire ça, dis-je doucement. Si, parce que sans toi, rien de tout ça n'existerait, ni cette maison, ni cette paix. Élise a ajouté: et parce que la maison de parole, c'est aussi un peu la nôtre. Elle a marqué une pause, puis a ajouté dans un souffle: merci Simone, pour tout, même pour ce jour-là. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Je lui ai pris la main, sans un mot. Parfois, le pardon ne se dit pas, il se ressent. Le reste de la journée a filé doucement. Après leur départ, l'appartement a retrouvé son calme, mais un calme différent, un calme plein de rires encore suspendu dans l'air. Je me suis assise au salon, avec mon carnet. J'ai écrit Jour 15. La vie m'a appris que la justice remet les choses à leur place, mais que le pardon remet les cœurs à leur juste taille. Et plus bas, presque comme une prière, ce qu'on perd par fierté, on peut toujours le retrouver par amour. Je me suis levée et ouvert les volets. La lumière du soir inondait la pièce, et j'ai compris que tout ce que j'avais traversé, la honte, la solitude, la colère, n'avait été qu'un passage, un chemin vers quelque chose de plus grand, la paix. Je me suis tournée vers la table, là où, quelques heures plus tôt, 4 voix riaient ensemble. Et j'ai murmuré pour moi-même: voilà, c'est ça ma vraie victoire, pas de revanche, de la reconstruction. Puis, comme pour les femmes qui viendraient un jour frapper à ma porte, j'ai ajouté une dernière phrase à la fin du carnet. Si quelqu'un t'a fait sentir que tu ne valais rien, rappelle-toi ceci: la dignité ne se perd pas, elle s'endort, et il suffit d'un nom pour la réveiller. Parce qu'on ne sait jamais qui derrière un écran a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa place.